Alors, bonjour à vous. Nous sommes le dimanche 6 octobre, je crois. Et en direct de la studio mobile, on va lancer le début du nouveau vlog livresque parce que j'ai réalisé que j'avais oublié d'en repartir un nouveau, puis je m'en allais à la bibliothèque. Donc, je me suis dit, aussi bien le faire tout de suite avant que j'oublie. Alors, nouvelle semaine pour moi de lecture et une semaine déjà entamée parce que finalement, j'ai décidé de me lancer dans le tout récent Christian Lémiec et Ludovic Manchette, donc à l'ombre des Winnicott. J'avais accès en livre audio, mais en plus, il est devenu disponible en livre numérique. Donc, ça me permet de faire une lecture hybride. Je me suis dit que c'était un signe. Bon. On voit ce qu'on veut dans les signes, c'est vraiment, c'est pas grave. C'est peut-être pas les astres cette fois-ci, mais c'était la disponibilité du livre numérique. Alors voilà, donc je me lance là-dedans. J'ai pas avec moi le livre, évidemment, parce que c'est seulement en virtuel. Donc je vais pas vous faire un résumé, mais en gros, ça se passe dans un manoir, le manoir des Winnicott. C'est pas très surprenant jusqu'à maintenant. Et on va retrouver là-bas un couple qui a un enfant qui va avoir 10 ans et qui est aveugle, et pour qui on va demander d'avoir une nouvelle préceptrice pour lui enseigner. Et c'est là que Viviane Lombard entre en jeu. Et elle, dans le fond, elle vient de France et elle est là pour enseigner. Et elle va se présenter là. Il n'y a pas personne qui va venir la chercher à la gare. Elle va arriver à cet endroit-là. Ça a l'air un peu comme à moitié décrépit, mais on sent qu'il y a des rénovations en cours. Puis elle ne va pas avoir nécessairement l'accueil auquel elle s'attend dès le départ. Mais finalement, on sent qu'elle cache un peu peut-être quelque chose. Puis on sent qu'il se passe quelque chose dans cette maison-là qui déroute un peu les habitants. Elle va rencontrer le jeune, qui s'appelle Georges, si je me souviens bien, et qui, c'est ça, dans le fond, lui, a un petit peu les abusé par rapport aux préceptrices parce que, bon, souvent, on dirait que les préceptrices font pas attention vu qu'il est aveugle. On dirait qu'ils font comme si ça dérangeait pas, si les choses n'étaient pas nécessairement stimulantes. Mais Viviane Lombard semble avoir trouvé un petit peu comme quelqu'un qui a assez un esprit vif comme elle, puis on sent que ça va peut-être cliquer. Mais dès les premières pages, on a conscience de choses qui se passent un peu bizarres, comme le mari qui chiale parce que lui, c'est un archéologue, donc le mari de la maison, le patriarche de la maison, que ses artefacts ont bougé. Viviane qui se rend compte qu'une des figurines de Georges, une des figurines petit soldat et tout ça, a une baïonnette qui est brisée alors qu'il fait full attention, puis que habituellement, les femmes de chambre font attention aussi. À un moment donné, il arrive dans la chambre de la femme qui s'appelle Lucille, donc la femme du maître de maison. Et elle arrive là avec le butler. et ils vont se rendre compte qu'il y a eu un saccage parce qu'il y a un corbeau qui est rentré, on ne sait pas trop comment, dans la chambre, puis qui s'est blessé, puis qui a tellement eu mal, puis qui a tellement voulu sortir qu'il a tout cassé et tout ça. Donc, j'en suis là, c'est le début. Je me doute que c'est ça. Ça reste un roman qui se veut potentiellement un peu roman victorien, roman gothique plutôt, mais à l'époque victorienne. Donc, habituellement, un roman gothique, c'est quelque chose de noir, des secrets enfouis, un peu inexplicable ou de paranormal, de ce dont je me souviens. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais jusqu'à maintenant, le personnage de Viviane Lombard me plaît bien. Le personnage de Georges aussi. À date, on déteste le butler, comme moi, ainsi que je suis sûre tout le monde, ainsi que la femme a l'air un peu insipide. Puis le maître, c'est un archéologue qui va partir tout bientôt, puis on sent qu'il y a comme une espèce de connivence intellectuelle avec Viviane Lombard, mais ça n'a pas l'air de faire de différence pour personne jusqu'à maintenant. Mais alors, vous en savez autant que moi, et je vais vous en dire plus quand je vais l'avoir terminé, évidemment, au fil des jours. Alors, sans plus tarder, allez, on se lance ça! Remonter jusqu'aux oreilles de la reine, et la reine décide d'utiliser les talents de Louisa pour redorer un petit peu son image auprès de la cour et de ses sujets. Sauf que ça ne doit pas s'arrêter là, vu que l'un des secrétaires du roi, fraîchement engagé, va également tomber sur les pouvoirs de Louisa, et donc il se dit qu'il pourrait utiliser les talents de la jeune fille, pas seulement pour redorer l'image de la reine, mais au-delà, c'est-à-dire avoir un aspect beaucoup plus politique. Cette femme, elle est seule dans ce resort qui est immense, où il y a eu un massacre, et elle est toute seule, il y a des portes qui claquent, ça grince et tout. Franchement, c'était flippant. J'étais en train de lire le truc, j'étais là, wow, putain, moi je me serais cassé en courant, ou je serais allée dormir dans ma bagnole, tu vois, jamais je reste là, quoi.
Bonjour, alors je fais un rapide coucou en direct de la Studio Mobile. Ça semble une thématique finalement pour ce vlog-ci parce que je vous ai pas repris depuis le début du vlog et que je suis en plein milieu de ma lecture de l'ombre de Winnicott du duo Niemiec-Manchette et c'est très prenant. C'est un genre avec lequel je suis pas nécessairement familière, avec lequel habituellement j'ai pas beaucoup d'affinité, mais c'est quand même bien fait par ce duo-là. Je vais vous en parler plus en détail quand je vais l'avoir terminé. Il me reste à peu près 1 heure d'écoute, donc c'est imminent. À mon avis, je vais l'avoir terminé aujourd'hui. Je me sens avoir beaucoup de choses à dire. Je sais pas. J'apprécie beaucoup. Jusqu'à maintenant, c'est pas un coup de cœur en raison du fait que c'est vraiment un genre, c'est un roman d'épouvante qui fait un peu roman gothique, même si ça se passe entre le krach boursier et la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, pardon, en Angleterre, mais ça a vraiment, comme ça se passe dans un manoir, puis que les rôles, en fait, sociaux ont évolué, mais dans le côté un peu plus, disons, aristocrate, ça n'avait pas tant évolué, ce qui fait qu'on est quand même un petit peu dans des normes un peu traditionnelles, victoriennes. Il y a aussi la notion quand même par le biais de la préceptrice, l'insertion des esprits originaux, disons, des esprits qui servent à faire accoucher les autres esprits, donc qui servent à faire sortir des ornières pour justement se retrouver, donc pas nécessairement féministe, mais un peu peut-être plus droits humains, droit à, je sais pas, l'égalité, l'ouverture d'esprit, un peu de peut-être, disons, remède un peu plus avec les plantes. Donc, on a une petite notion de ce qui, à l'époque, peut-être pouvait être considéré comme un peu de sorcellerie, mais c'est pas de la sorcellerie, bien sûr. Donc, on a ça aussi qui est là. Et on a en même temps un des personnages principaux qui est quelqu'un qui a un handicap donc visuel. Donc, c'est intéressant qu'il fasse partie des personnages principaux parce que, bien qu'il y ait un narrateur omniscient, on va quand même avoir l'histoire selon son point de vue, souvent, plusieurs fois. Ce qui fait qu'on va vraiment passer dans un autre mode de perception, évidemment, sensorielle, puisqu'il n'y aura pas nécessairement les descriptions visuelles, mais plutôt les perceptions sensorielles. Donc, ça, c'est super intéressant. On a un petit côté un peu Downton Abbey, dans le sens qu'il y a quand même le personnel de maison, puis les espèces de petites intrigues, mais il y a surtout une giga place aux phénomènes paranormaux. Donc, juste vous dire que... Mais c'est pour ça que ça s'inscrit vraiment dans, mettons, les années 30, là, ça s'inscrit quand même beaucoup là-dedans. Il y avait quand même ça un peu qui était à la mode, fin 19e, début 20e. Donc, il y a ça qui prend une extraordinairement grande place. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert. Puis, c'est un rythme qui est assez lent, je dirais, malgré le fait qu'en raison de la présence des phénomènes paranormaux, ça crée de la tension, mais c'est pas à cause du rythme. C'est très lent. C'est vraiment plus comme un moment dans la vie de ce manoir-là, à partir du moment où la préceptrice arrive pour prendre soin mais enseigner à ce fameux Master George qui est là, le jeune homme qui a besoin d'éducation, donc à 10 ans et tout ça, puis qui est aveugle. Donc voilà, ça c'est mes impressions en vrac jusqu'à maintenant, ou les pistes en vrac que je vais vous livrer. Je vais retourner à ma lecture, puis je vais vous en parler quand je vais l'avoir terminé, mais je voulais juste vous dire un petit coucou parce que je suis pas revenue du tout. Cette semaine, c'est une semaine hyper occupée qui déborde de partout, donc à mon avis, ça va être autant la semaine passée, il y a eu 2 vlogs, autant cette semaine, aucune idée à quoi ça va ressembler. Alors, je vous reprends dès que je peux. Et bonsoir. Alors, je vous reprends. On est déjà rendu jeudi. Et je ne vous ai pas beaucoup repris cette semaine, mais comme je vous dis, j'ai passé ma semaine envoûtée envoûtée dans tous les sens du terme, donc autant positivement que de façon frissonnante, par le fameux À l'ombre de Winnicott du duo Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Et je l'ai terminé. Et écoutez, comme je vous disais, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment trouvé ça fascinant. Et le dernier quart, particulièrement les dernières pages, ont fait en sorte que j'ai vu les choses complètement autrement. Puis c'est construit de cette façon-là. Donc, je vais vous en parler un peu, mais en gros, c'est quand même beaucoup de choses, ce livre-là. Puis je pense que c'est peut-être juste pour ça que pour moi, ça peut être un coup de cœur. C'est que j'ai quand même l'impression que ça avait le goût d'être énormément de choses. Et à cœur vaillant, rien n'est possible, vous allez me dire, mais en littérature, des fois, il faut peut-être faire des choix. Puis je pense que ça a voulu être beaucoup de choses. Puis finalement, peut-être que ça a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de
beaucoup d'énergie mise sur un truc en particulier, moins sur d'autres, puis ça a peut-être fait en sorte qu'on a voulu trop chevaucher de pistes en même temps, puis on a peut-être pas tout à fait approfondi autant chaque piste que ça a été souhaitable, mais ça reste quelque chose de mémorable. Je pense que ça va me rester comme expérience de lecture. C'est un roman d'ambiance, un roman de perception, de sensation, de, de doute, d'ouverture à l'inexplicable, d'ouverture aussi à l'impossible, mais pourquoi pas. Donc, je ne vais pas revenir trop sur le sujet parce qu'en fait, c'est sûr que ce que je vous ai dit, c'est qu'on allait vraiment suivre un narrateur omniscient qui nous raconte ce qui va se passer à Winnicott Hall avec la famille des Montgomery, je me souviens jamais de leur nom de famille, donc le père, la mère et le fameux Mr. George, qui est le jeune garçon de 10 ans qui est aveugle et qui a besoin d'une préceptrice, et d'où l'entrée en scène de cette fameuse Viviane, la préceptrice, Viviane Lombard, la préceptrice française, qui va venir pour enseigner à ce jeune garçon-là, qui a toujours été très surprotégé, qui souffre de solitude, et qui, lui, dès le départ, on sent que même s'il y a un handicap, en fait, il ressent peut-être pas le deuil de la vie tant que ça, mais c'est plutôt le deuil de la vie qu'on l'empêche d'avoir. Parce qu'en fait, ses parents sont surprotecteurs, sa mère est surprotectrice, par crainte qu'il arrive quelque chose. Elle n'a pas l'impression qu'il peut se débrouiller dans le monde dans lequel ils sont avec ce qu'il y a comme jeu de cartes. Le père est un petit peu autrement, mais le père est aussi dans sa bulle. C'est un archéologue super focusé sur les sujets qui l'intéressent. Puis pour lui, je pense que c'est juste que peut-être qu'il n'y a pas il n'y a pas le tempérament qui fait en sorte qu'il peut peut-être percevoir à l'avance qu'est-ce qui pourrait se passer puis qu'est-ce qui pourrait arriver à son garçon. Donc ça, c'est la prémisse de base. Mais bien vite, autant on va avoir un peu comme chronique d'une préceptrice et de son jeune prodige, entre guillemets, parce que c'est un enfant qui, évidemment, qui a l'intelligence très vive parce qu'il a dû développer tous ses autres sens à part le sens de la vue qu'il n'a pas. Il n'a jamais vu, donc il est aveugle de naissance. Et on est quand même dans un monde où la technologie est comme moins là, c'est-à-dire que tout ce qu'il peut avoir, c'est une canne pour pouvoir se repérer, une canne blanche. Et c'est tout neuf, en fait. Ça vient tout juste d'arriver. Donc, vous voyez un petit peu ça dans quoi on évolue. Comme je vous disais, ça se situe, il me semble que c'est 1934, mais je ne me souviens plus la 4e de couverture. Ça se situe, dans le fond, vraiment après le crash boursier et avant la Seconde Guerre mondiale, voyons. Et de ce qu'on comprend aussi, c'est que cette famille-là a dû vendre sa maison à Londres et finalement a décidé de se réfugier à Winnicott Hall aussi, comme plein de monde ont dû vendre certaines de leurs possessions pour être capables de fonctionner après le fameux crash boursier. Je sais jamais si on dit crash ou crack. J'ai entendu les deux, puis j'ai plus tendance à vouloir que ce soit un crash, mais il y a un cas. Je vais regarder ça, puis je vous dirai. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la prémisse. Puis, comme je vous disais, bien vite, on va se ramasser après chronique, disons, d'une vie au manoir et de la construction d'un lien entre une femme très originale, mais qui fait également très ouverte d'esprit, qui fait également beaucoup confiance en l'humain puis en la vie. Et ce jeune garçon-là, quand je dis une relation, c'est bien entendu une relation préceptrice-élève, mais aussi humain-humain. Donc, il n'y a pas rien de louche là-dedans. Et on vogue un peu là-dessus, mais bien entendu, rapidement, on va embarquer dans, finalement, le fameux un peu roman gothique. Donc, le roman d'épouvante avec des manifestations surnaturelles, des rumeurs de fantômes, des rumeurs de malédiction, des meubles qui se déplacent, des portes qui se verrouillent, des pièces cachées, des choses comme ça. Et vous voyez comment j'en parle, c'est sûr que c'est correct, c'est juste que moi, c'est un peu moins mon genre. Puis c'est quand même une bonne partie du roman, c'est-à-dire que on va à la fois comme apprendre à connaître chacun des personnages, mais dans la vie d'un manoir tranquille, mais aussi et surtout dans leur réaction par rapport à ces manifestations-là. Donc, évidemment, voyons, je vais dire, pas le doute, mais l'absence de doute, le côté sceptique par rapport à ça. Ceux qui croient beaucoup,
entre guillemets, aveuglément, dans le sens sans se poser trop de questions. Ceux qui sont certains qu'il n'y a pas rien qui peut se passer là. Et évidemment, ça, c'est le point de vue de ceux qui voient. Et évidemment, on a le point de vue aussi de Mr. George, le jeune garçon, qui ne voit pas, et lui, en fait, qui perçoit. Il va percevoir des présences, il va percevoir, il va entendre potentiellement des fois les voix de fantômes, mais il ne le voit pas. Mais lui, il n'y a aucune notion de est-ce qu'on voit vraiment cet être-là ou cette perception-là qu'il va avoir, parce qu'il ne voit pas. Donc, c'est sûr que c'est ce qui est intéressant. Ça, déjà en partant, on va avoir déjà une perspective différente, puis c'est super intéressant. Puis plus ça va aller, puis plus ça va devenir de plus en plus, ça va devenir glauque, un peu, on tombe dans un cercle un peu infernal, les gens vont commencer à perdre leur repère, les gens vont commencer à, devant tant d'inexplicables, à réagir en mode panique, en mode crainte, en mode des fois même folie ou dérive complètement là, de la sanité, donc de la raison. Et éventuellement, il va y avoir plusieurs événements qui vont se produire, qui vont faire en sorte que on va arriver dans le fond au point un peu de rupture. Et ça va faire en sorte qu'il va rentrer en scène un personnage qui va potentiellement éclaircir beaucoup les choses par rapport à ces manifestations-là. Et ça va aussi être le point de bascule pour beaucoup de personnages principaux, donc par rapport à leur vie, par rapport à leur propre deuil, qui sont d'autres ordres que ceux de Mr. George. Donc, on parle plus particulièrement de la perte d'être cher, mais oui, de la perte d'être cher. Et donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Et à la fin, dans l'épilogue, on va comprendre comme l'espèce de troisième dimension à ce récit-là. Et c'est excellent. Je vous dirais que c'est excellent. J'ai terminé ça, puis j'étais comme, ah ouais, quand même. Et c'est pas parce que c'est tordu ou qu'on peut pas nécessairement se douter de tout ça, c'est-à-dire qu'on se doute de beaucoup de choses, surtout particulièrement par rapport aux manifestations surnaturelles. On peut se douter un peu de, bon, ça va être un peu quoi l'histoire. C'est pas tant ça qui réinvente la roue dans ce récit-là, mais l'épilogue, qu'est-ce qu'il propose, je trouve que ça nous amène vraiment ailleurs. C'est quelque chose d'original, pas que j'ai jamais vu, mais quand même d'original, et ça permet d'amener une autre dimension aussi au deuil. Une dimension aussi au deuil de qu'est-ce qui nous reste en fait des êtres quand ils disparaissent de nos vies, que ce soit parce qu'ils sont décédés ou parce qu'on n'est plus en contact avec eux. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant comme nuance. Donc, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est, comme vous pouvez voir, c'est comme un peu un 3 dans 1. C'est un peu comme un roman historique, mais qui donne l'impression qu'on est au 19e siècle, mais qui finalement se passe au début du 20e siècle. Donc, un roman un peu de manoir, un roman, je sais pas, anglais, un peu typique historique. Et en même temps, un roman plus de type gothique, donc avec vraiment du surnaturel, des manifestations, des dérives un peu de la raison un peu et tout, des rumeurs, des mystères. Et finalement, un genre un peu roman initiatique. Donc, c'est un mélange de tout ça. Puis ce que je vous dis, c'est que c'est pas problématique dans l'absolu, mais je pense que peut-être que la partie, justement, ça aurait peut-être gagné à ce qu'on a un petit peu plus de contexte peut-être historique. Parce que là, je vous dirais que pendant un bon moment, avant que finalement on mentionne qu'il y avait la Seconde Guerre mondiale, qu'il y avait des craintes par rapport à Hitler, j'étais comme, OK, mais genre, même si je savais c'est quoi les dates, je me disais, mais ça se peut pas. Ce qu'on me décrit là, c'est vraiment plus la vie de peut-être fin 19e. Tu sais, on dirait que je me sentais comme dans un roman des Brontë, peut-être. Je sais pas trop, c'est sans doute ça le but. Donc, c'était un peu un mélange d'époques, puis ça m'a un petit peu... Il y a un peu de confusion dès le départ. Puis après ça, la montée des manifestations surnaturelles est très lente. Donc, en même temps, elle est très tendue, puis ça nous fait nous rendre vraiment comme... On est comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis c'est quand même bien rythmé dans le sens où il y a plusieurs péripéties qui se passent, mais quand même, c'est lancinant, disons, cette partie-là, puis elle est assez longue, elle prend beaucoup de place dans le roman. Donc, peut-être que je me suis dit, peut-être que s'il y avait un petit peu plus de chair autour de l'os par rapport au contexte historique, parce que c'est vraiment intéressant, là. Non seulement ça se passe potentiellement, justement, à un moment de l'histoire où
concernant les personnes ayant des handicaps, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites, mais en même temps, là, ce qu'on comprend, c'est que c'est quand même une famille qui a pris la décision de ne pas envoyer son enfant aveugle dans une institution, ce qui à l'époque pouvait quand même être courant malheureusement, parce que c'est comme les gens ne savaient pas nécessairement comment agir dans ces situations-là. Donc, on aurait peut-être pu un peu plus élaborer là-dessus. Puis, on dirait qu'on jette un peu les repères historiques là pour donner un peu une idée de contexte, mais ils sont juste comme déposés là dans l'espace, puis on fait pas grand-chose de plus avec ça. Puis ça, je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait quand même ajouté potentiellement aux futures manifestations surnaturelles, puis aux dérives, parce qu'on comprendrait un petit peu plus les personnages dans leur contexte. Évidemment, on les découvre, on découvre qui ils sont, on découvre c'est quoi un petit peu leur passé, leur histoire, puis surtout leur perception puis leurs émotions. Mais on n'a pas tant de background sur les personnages secondaires, c'est un petit peu plus archétypaux. Sauf peut-être le père, c'est Montgomery, mais il n'est pas très présent, donc on l'apprend plus. Je vous en dirai pas plus, mais de quelle manière on en apprend plus sur ce personnage-là. C'est vraiment plus centré sur Viviane, puis donc Viviane la préceptrice et Mr. George. Donc, comme je vous dis, pour moi, il y a comme peut-être juste un petit problème d'équilibre dans ce livre-là par rapport aux 3 aspects qu'on a voulu aborder. Et par contre, sinon, le style d'écriture est super intéressant, dans le sens, comme je vous dis encore une fois, c'est un roman à 4 mains, mais j'ai pas l'impression que je sens que des parties qui ont été écrites par une personne plus que l'autre, ça a sans doute été un travail de création vraiment commun. Puis comme toujours, la force de ce duo-là, c'est vraiment comme leur personnage. Par contre, évidemment, si je compare un peu, ça se compare pas, mais comme j'ai lu Alabama 1963, le contexte historique était quand même beaucoup plus présent dans le sens où c'est pas tant qu'on parlait beaucoup de l'histoire, mais on avait beaucoup de manifestations du contexte historique dans le déroulement de l'histoire. Là, dans celui-là, on dirait que c'est plus comme juste collé là, on dirait. Donc peut-être que pour moi, il y a eu peut-être un enthousiasme grand à faire plein de choses en même temps, plein de trucs, puis finalement peut-être que des choses sont allées un peu vite, ou bon, j'aurais peut-être vu ça sur peut-être plus de pages, ce roman-là, c'est comme en développant un peu plus au début, en rééquilibrant un petit peu la partie qui est sur peut-être la montée justement pour les manifestations surnaturelles, ou alors en 2 tomes, mais je dirais qu'il y avait comme assez de matière pour faire un plus gros roman, puis qui a été comme coupé, ou en tout cas conçu de façon plus succincte, mais en même temps, on voit qu'il manquait un tout petit peu comme de liant. Cela dit, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé les personnages et j'ai adoré vers où les auteurs nous ont dirigés vers la fin, puis avec l'épilogue, j'ai comme fait « vraiment ». Donc, écoutez, boudez pas votre plaisir, même si c'est pas votre genre, a priori, c'était pas le mien non plus. Ça vaut le coup de le découvrir, je pense, ne serait-ce que par, comme je vous dis, curiosité stylistique, donc, puis qu'est-ce qu'on essaie de faire, eux, avec ça. Puis c'est intéressant quand même de se rendre jusqu'à la fin. Que vous soyez quelqu'un qui croit aux phénomènes surnaturels ou pas, de mon côté, je pourrais pas dire que je crois pas, mais je peux pas non plus dire que j'y crois vraiment. Je suis comme ouverte, mais en même temps, je suis un peu cartésienne quand même par rapport à ça. Mais ça me dérange pas que quelqu'un me dise qu'il y croit. Je suis pas comme outrée par cette situation-là. J'ai pas besoin que ce soit expliqué absolument. Mais je suis aussi quelqu'un qui est très perméable aux ambiances. Donc, c'est quand même un roman pour moi qui faisait du sens. Donc, je suis sûre que beaucoup de lecteurs vont trouver pour eux autres différentes choses qui vont leur plaire, justement, parce que ce roman-là essaie d'embrasser vraiment large. Alors, tout ça pour ça, mais vraiment un long segment, mais c'était vraiment une excellente lecture. Puis là, je sais comme juste pas qu'est-ce que je fais, parce qu'on est vraiment déjà rendu jeudi. D'habitude, je termine mon contenu le vendredi ou le samedi. Là, j'ai pas fait d'autres lectures encore, donc on va voir ce qui va se passer. Mais bon, j'ai pas encore choisi ma prochaine lecture, on verra. Mais j'ai reçu un colis, puis je me suis dit que peut-être que vous voudriez qu'on ouvre ça ensemble encore, si mon chat décide de me laisser le faire. Hein? On va essayer de faire descendre le chaton de là. Parfait. Donc, j'ai reçu un colis parce que j'ai décidé de faire encore une fois ma petite commande du mois. Donc, c'est comme un peu un classique. Et j'ai commandé plein de trucs que je voulais à cet endroit-là. Je vais ouvrir le colis, puis je vous reviens, je pense. Ouais. Alors voilà. Donc, ça va ressembler à ceci. Alors, on commence tout de suite par... Je me souviens plus, j'en ai entendu parler, parce que je suis pas une grande kafkaïenne, mais j'avais entendu parler de cet ouvrage-là. Je me souviens vraiment pas qui en a parlé. C'est une des booktubers que je suis, ça doit potentiellement être... Je sais pas. Fluent Books, Alice Buchanan Prada, aucune idée. Mais c'est Letters to Milena de Franz Kafka. C'est une qui l'avait lu en français, mais comme, dans le fond, j'ai décidé d'avoir potentiellement avoir la traduction en anglais parce que, bon, je trouvais que c'était potentiellement peut-être plus prometteur. Mais, donc, Letters to Milena, c'est
C'est la correspondance de Franz Kafka à sa muse qui s'appelait Milena Jesenska et qui était... Puis dans le fond, à travers ces correspondances-là, ce qu'on va voir, c'est on va découvrir un petit peu, dans le fond, sa personnalité, son intériorité qu'on ne connaissait pas nécessairement à ce moment-là, ses désirs, ses souhaits, dans le fond, à travers cette correspondance-là. Puis moi, je ne suis pas très correspondance. Des fois, ça me lasse. Mais là, c'est un auteur que j'avais goût. Bon, évidemment, j'ai lu La Métamorphose de Kafka, là, mais c'est pas mal tout. Donc, ça m'intéressait de découvrir Kafka de cette manière-là. Donc, voilà pour petite correspondance, biographie correspondance. Je trouve ça intéressant. Sinon, je suis tombée dans un moment où j'avais vraiment envie. Ça, c'est vraiment un hasard, en fait. Je feuilletais les possibilités. Puis, il a morflé un peu. Puis, ben, en fait, là, je sais pas que je le voulais, je l'avais jamais vu, mais j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Bon, là, attention, pour ceux qui sont tannés de la COVID, peut-être que c'est pas pour vous, mais moi, ça m'a toujours, disons, intriguée. Pas fasciné dans le sens que c'était fascinant, mais intriguée parce qu'évidemment, donc, c'est Pandemic 1918. Donc, évidemment, le contexte sanitaire qui a entouré la grippe qui disait espagnole de 1918, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Et ça va vraiment être, dans le fond, c'est un essai. Et je vais juste voir qu'est-ce qui me marquait. Dans le fond, c'est ça. C'est Catherine Arnold qui, dans le fond, s'est plongée, donc qui est l'autrice, qui est une historienne, j'imagine, qui s'est plongée dans des archives, des rapports non publiés, ben, en fait inédits, des mémoires, des journaux, des documents gouvernementaux, afin de retracer, dans le fond, le cours de cette maladie-là qui s'est passée, dans le fond, en 1918, mais à travers les témoignages de ceux qui l'ont subi. Donc, je trouve ça toujours intéressant. Surtout que là, c'est vraiment basé sur de la documentation. Fait que moi, c'est le genre de truc qui m'intéresse, mais ça m'intéressait avant la COVID, donc c'est pas grave. Mais bref, voilà pour ça. Donc, un essai plus historique. Et sinon, en termes de fiction, il y a ce titre-là que j'avais, puisque vous entendez, c'est mon chat qui joue dans la boîte des livres que j'ai commandés. Parce que si je lui avais pas donné, on n'aurait pas été capable de fonctionner parce qu'elle aurait essayé de faire trébucher le trépied plein de fois. Puis voilà. Donc, j'ai sacrifié la boîte. Donc, voilà. Ce livre-là que j'avais découvert, encore une fois avec les Booktubers, je suis certaine, mais c'était sans doute sa version en français. Donc, c'est Iona Iverson's Rules for Commuting de Claire Pooley. Donc, c'est chez Viking ici. Donc, c'est les règles de Iona Iverson pour commuting, c'est faire le métro boulot dodo, là, donc le transport qu'on fait pour aller au travail. Donc, ici, en fait, c'est une histoire qui met en scène des personnes qui attendent le train tous les matins. Toujours les mêmes personnes qui attendent le train tous les matins à un endroit comme on a tous vécu ça. Des fois, si on a pris fréquemment les transports en commun, il y a comme toujours une espèce de petite foule qu'on reconnaît et qui sont là tout le temps. Donc, c'est des gens qui sont toujours là, qui appellent ça des commuters, donc les gens qui font ce trajet-là en transport en commun. Et un matin, en fait, il y a un homme que la fameuse Iona Iverson avait surnommé excusez, avait surnommé, et en anglais c'est Smart but Sexist Men's Spreader, parce que dans le fond il devait s'asseoir avec les jambes écartées dans l'autobus, donc l'homme intelligent mais sexiste qui s'étale dans l'autobus, dans le fond s'étouffe en mangeant un raisin. Et évidemment, quelqu'un va intervenir et par après, ça va faire en sorte que les gens vont commencer à se parler. Puis dans le fond, c'est cette espèce de relation-là forcée qui va être provoquée par l'événement qui va affecter la fameuse personne qui s'est étouffée avec un raisin, qui va générer, dans le fond, le début de cette espèce de communication-là qui n'était pas nécessairement prévue. Donc ça m'intéresse vraiment. Donc, fiction ici. Sinon, mais pas sinon, mais aussi. Ça, c'est vraiment bizarre. J'ai vraiment une bulle au cerveau. Je sais pas si c'est un roman graphique. Oui, c'est un roman graphique. Donc, je cherchais un roman graphique, puis là, je cherchais quelque chose qui ressemblait à Hilda, le troll. Hilda, the Giant Troll. Non, je ne sais plus c'est qui a écrit ça, mais je vais vous mettre une vignette. Il y a aussi un animé, je pense, sur Netflix, mais moi, je les avais déconnus. Luke Pearson, je pense. Puis, je les avais découverts, en fait, moi, en bande dessinée, mais je sais que maintenant, il y a un animé. Bref, je cherchais quelque chose comme ça dans ce site-là.
Puis j'ai trouvé ça, c'est parce qu'il y avait troll dedans. Et c'est Bera the One-Headed Troll d'Eric Archard. C'est chez First Second. Hey, j'en recommande souvent chez First Second, je me rends compte. Donc, voici. Je vais montrer un peu quelques planches. Ça a l'air assez comique. Oups. Excusez, hein, j'ai la lumière artificielle parce qu'il ne fait pas très beau. Je vais juste essayer de... Si ma face se cache. Comme ça. Peut-être une autre planche. J'arrive à vous en montrer une. C'est toujours dans les mêmes camailleux, d'après ce que je peux voir. Comme ça. Et dans le fond, si je me souviens bien, c'est que Bera ne demande pas grand-chose à la vie. Elle est très solitaire, un troll très humble, et elle a tendance à s'occuper de sa propre île où il y a des citrouilles, et puis elle aime bien ça. Et ensuite, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que finalement, les problèmes vont commencer parce que il y a un bébé humain qui va arriver dans l'espace où les trolls vivent, et personne ne sait d'où il vient. Mais Bera semble la seule personne qui veut pas qu'il meure. Parce qu'on s'entend que les trolls, c'est pas nécessairement... Les humains, c'est pas nécessairement les personnes préférées. Donc, comme Bera, c'est la seule qui dit non, non, on va pas... Tu sais, cet être-là mérite de vivre. Ben, elle va être mandatée pour le retourner d'où il vient. Donc, elle va partir avec lui et en quête pour retrouver en fait l'endroit d'où vient le petit bébé. Donc voilà, ça m'intriguait vraiment beaucoup. Et enfin, je me suis lancée dans des livres nouveaux vintage. Premièrement, un autre des tomes des fameux Mary Poppins. C'est ça? Oui. Je pense que c'est le 4e tome des Mary Poppins. Moi, dans le fond, j'avais le premier tome dans cette édition-là. Puis je ne sais pas si vous savez que P.L. Travers a fait plusieurs tomes de Mary Poppins. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur Mary Poppins, ça vaut vraiment... sur P.L. Travers, ça vaut la peine. C'est vraiment une femme qui était très singulière. Qu'elle avait vraiment son idée. Puis c'était clairement pas quelqu'un qui a voulu la version un peu édulcorée des versions de Walt Disney. D'ailleurs, pour ça, il y a un film... il y a un film qui fonctionne avec Tom Hanks et Meryl... Non, Tom Hanks et Emma Thompson, il me semble. Je vais vous le retrouver. D'ailleurs, qui a l'air de mettre en scène cette dynamique-là. Mais bref, c'est d'où ma fascination pour le fameux Mary Poppins. Et j'ai pas encore lu la vraie version de P.L. Travers. Et j'ai pris le tome 4 parce qu'elle avait plusieurs tomes. Donc, c'est celui qui était disponible. C'est Mary Poppins in the Park. Donc, de P.L. Travers. C'est des éditions un peu à l'ancienne avec certains dessins un peu de type gravure. Donc, ils sont là. Et en fait, les autres qui sont, c'est Mary Poppins Comes Back, Mary Poppins Opens the Door, puis l'autre Mary Poppins in the Park. Donc, il m'en reste 2 peut-être à avoir. Et ça me fait penser que dans le livre que j'ai lu, il y a quand même une allusion un peu à Mary Poppins. J'en dirai pas plus, mais c'est-à-dire que c'est sûr que l'arrivée de cette Viviane-là, la préceptrice, va quand même être un peu une surprise, puis en même temps peut-être une bénédiction. Donc, je vous en dirai pas plus. Et puis, finalement, je me suis pris le premier tome des Chroniques de Narnia, que j'ai jamais lu, parce que c'est pas tout à fait mon genre de prédilection. Mais c'est en version vintage quand même, que cool. Donc, c'est The Lion, the Witch and the Wardrobe de C.S. Lewis. C'est chez HarperCollins Children. Puis, j'imagine que c'est une espèce de... Ouais, c'est pour célébrer la première édition originale qui a été publiée en 1950. Donc, encore une fois, un peu à l'ancienne avec des gravures comme ça. Donc, ça me fait toujours plaisir. Alors voilà, c'était le mini book haul de milieu de semaine. Mais ça me fait bien plaisir. Puis en plus, j'ai des essais. Je trouve ça intéressant. La correspondance de Kafka, peut-être que c'est quelque chose que je pourrais lire petit à petit. Puis je suis vraiment fascinée par rapport au livre sur la grippe espagnole. Bref, bien contente de tout ça. Alors, bon, sur ces bonnes paroles, après ce long segment, je vous dis à bientôt en espérant que je puisse me lancer dans une autre lecture avant la fin de ce vlog-ci. Mais on se reparle de toute façon, vous savez. Allez, à bientôt!
Et bonjour! Alors, nous sommes le dimanche 13 octobre. Oui, dimanche 13 octobre. Et je vous prends encore avec un superbe style capillaire que je reviens de ma course et je viens de prendre ma douche. Puis là, mes cheveux sont pas tout à fait secs. Puis j'avais pas vraiment d'autre temps pour vous prendre, donc me voici. Alors, nous sommes le dimanche et j'en ai terminé ce vlog-ci, donc vous allez sans doute constater qu'il va arriver un petit peu plus tard que d'habitude. Ma semaine elle ressemble à ça. C'est une semaine comme ça. Mais l'important, c'est que j'ai lu d'autres livres. Vous avez vu un petit peu plus tôt que j'ai choisi de lire un roman graphique que j'avais dans ma pile à lire depuis un petit moment quand même et qui s'appelle The Hunting Accident, l'accident de chasse. Mais avant de vous en parler plus avant, je vais vous dire Super original. Donc, avant de poursuivre, je voulais vous parler de la lecture audio que j'ai commencé au même moment. Et en fait, le choix est venu après avec la même intuition. C'est que quand j'ai choisi ce roman graphique-là que j'avais, qui est un roman graphique qui met entre autres en scène un personnage qui est devenu aveugle, j'ai pensé que peut-être je pourrais poursuivre avec un livre audio qui met en scène aussi quelqu'un qui soit aveugle ou devenu aveugle pour que j'aie justement la fameuse perspective dont je vous parlais, que j'ai appréciée, la perspective différente en fait de la vie du monde que j'ai appréciée dans À l'ombre de Winnicott. Donc c'est ça qui m'a comme inspirée pour les lectures. Donc après de l'accident de chasse, en fait j'ai décidé d'en choisir un, j'ai cherché, puis je suis tombée sur un genre de une biographie un peu, peut-être pas romancée, tu sais, disons que c'est pas aussi scolaire, disons, qu'une biographie habituelle. Donc, ça s'appelle Le Voyant de Jérôme Garcin. Et c'est une biographie de Jacques Lucéran. Je voulais le résumé qui est à l'arrière parce que je veux juste voir si... Ouais, c'est bon. Pour vous donner un petit peu un résumé de la vie de cette personne-là que je ne connaissais pas du tout. Né en 1924, aveugle à 8 ans, résistant à 17, membre du mouvement Défense de la France, Jacques Lucéran est arrêté en 1943 par la Gestapo, puis déporté à Buchenwald. Libéré après 1 an et demi de captivité, il écrit « Et la lumière fut » et part enseigner la littérature aux États-Unis, où il devient « The Blind Hero of the French Resistance ». Il meurt en 1971 dans un accident de voiture. Il avait 47 ans. Bon, ça vous donne un peu une idée. Une vie qu'on pourrait, sur papier, qui est très héroïque. C'était un court roman, un court essai, en fait, que j'ai écouté en audio. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est dur à dire parce que c'est une biographie, donc je ne me prononcerai pas nécessairement... OK, je recommence. Ma réception a été un peu mitigée. Mais bien entendu, ça pourrait être en raison de l'approche que l'auteur a privilégiée ou de son style, mais absolument pas. En fait, j'ai beaucoup aimé l'approche que l'auteur Jérôme Garcin a privilégiée, qui est une approche, comme je vous disais, mi-scolaire, mi-familière, un peu comme si on se faisait vraiment raconter la vie de cet homme-là, avec quand même des mises en lumière d'extraits de ses livres, ou de certaines entrevues, ou de certains faits de sa vie qui sont véridiques, mais on voit quand même que l'auteur a décidé d'un peu comme s'approprier. En fait, il raconte comment il a découvert Jacques Lucéran et comment pour lui c'est devenu quelqu'un de super important, alors que la France l'a un peu oublié dans les circonstances. Donc, ça, j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai aimé l'angle qu'il a choisi, j'ai aimé le ton qu'il a utilisé, c'est des chapitres assez courts. On variait entre... l'espèce de narration de l'auteur Jérôme Garcin qui nous raconte un peu son intérêt, pas son amour, mais ouais, un petit peu son amour pour le personnage en tant que tel de Jacques Lucéran, avec des moments qui sont, dans le fond, des extraits, soit des livres de Jacques Lucéran ou d'entrevues, comme je vous disais, qui sont plus biographiques. Donc, c'est super intéressant. On passe à travers la vie d'une personne comme ça, qui, oui, en effet, est devenu aveugle. Là, bien sûr, on est quelque chose de différent de l'homme de Winnicott parce que c'est un homme qui est devenu aveugle à 8 ans, donc il a quand même vu avant. Cela dit, son approche de la cécité a été quand même une approche assez... très jeune, il a comme réalisé, en fait, que c'était potentiellement une opportunité plutôt qu'un malheur, donc dans le sens où il considérait qu'il voyait mieux sans ses yeux. Et c'est quand même quelqu'un qui a une approche de la cécité qui était très... il n'a jamais voulu avoir d'aide. Donc, c'est toujours arrangé avec quelqu'un qui lui servait un peu de repère, donc tenir par l'épaule et tout ça, mais il a refusé de prendre une canne et tout. Il voulait être reconnu pour qui il était en dehors de son handicap.
et ça s'est pas toujours passé comme il voulait être au courant de sa vie. La raison pour laquelle je suis mitigée, c'est simplement parce que je connaissais absolument rien de ce personnage-là, donc c'est cool, c'est intéressant de voir ça. J'aime beaucoup quand même découvrir des personnages qui sont historiquement importants. Bien sûr, il y avait beaucoup de références à l'histoire de France. Je la connais générale, mais pas de façon si précise que ça. Mais en même temps, ça démontrait une partie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, lui a été interné en camp de concentration parce qu'il était aveugle. Donc, il faisait partie de la résistance. Il avait parti une cellule de résistance, mais en fait, lui a été interné à cause de ça. Mais dans le fond, il était mis dans un camp avec tous ceux qui, de toute façon, allaient mourir et tout. Donc, puis, en fait, dans la société, de toute façon, mais en fait, il a eu l'impression que dans les camps, il était presque reconnu comme quelqu'un à part entière, contrairement à dans la société où on prenait toujours pour quelqu'un qui n'arrivait pas à pouvoir faire quelque chose, qu'on lui refusait, en fait, les portes se fermaient devant lui. Bref, son expérience qu'on dit concentrationnaire, je ne savais pas qu'on disait un récit concentrationnaire, j'ai appris ce mot-là, est intéressante dans le sens où c'est bien entendu l'horreur, mais les extraits qu'ils ont mis de son récit concentrationnaire, qui je crois est La lumière fut, si je me souviens bien, ce sont des extraits qui évoquent l'horreur, mais plutôt comment pour lui, ça lui a permis de s'accrocher à la vie, de découvrir les gens autrement, de découvrir le potentiel des gens autrement. Donc, c'est rare qu'on choisisse cet angle-là pour, en effet, les récits concentrationnaires. Donc, c'est ça. Donc, finalement, c'est ce qui a amené un peu pour moi, d'intérêt jusqu'à la moitié du livre. Après ça, lorsqu'il va sortir des camps, parce qu'il va avoir eu, dans le fond, la chance d'avoir survécu au camp, là, en fait, il va sortir comme un survivant, puis comme beaucoup de survivants, bien entendu, chaque survivant a son histoire, et le retour à la vie normale, je peux juste, bien entendu, imaginer comment ça ne doit pas être évident. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que lui a eu un choc, parce qu'il est retourné dans la société, non seulement il devait vivre avec les séquelles de son internement, mais aussi il est retourné dans une société qui le considérait encore comme un sous-homme. Donc, dans le sens, parce que c'est une personne qui avait un handicap, il ne pouvait pas passer son brevet d'enseignement, même s'il avait toutes les compétences pour le faire. Il est comme tombé en fait en dépression. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu comme une dégringolade, il est allé aux États-Unis, il a multiplié les aventures, il y a eu plusieurs femmes, il y a eu... bon, bref. Et il va toujours essayer de se faire éditer, mais on va toujours refuser d'éditer autre chose que ses récits concentrationnaires. On va refuser de l'éditer en tant que homme de fiction parce qu'on considérait à l'époque qu'un aveugle ne peut pas voir, donc ne peut pas écrire de la fiction. C'est un peu particulier quand on y pense. Parce que de la fiction, c'est de la fiction. Bref, donc c'était intéressant quand même, mais c'est sûr que c'est un pan de vie qui m'a beaucoup confrontée. C'est devenu quelqu'un qui a dealé avec ses démons et ses bébites d'une manière qui était celle qu'il croyait qui était la bonne ou celle qu'il pouvait faire à l'époque. Mais c'est sûr que ça m'a un peu dérangé parce que c'était comme devenu un peu quelqu'un qui n'était pas nécessairement inspirant, alors qu'au début, il était inspirant. Puis il n'était pas inspirant parce qu'il était parfait, il était inspirant parce qu'il était inspirant. Donc, c'était un peu en demi-teinte pour moi. Je suis contente d'avoir découvert ce personnage-là. Est-ce que je relirais plus sur cet homme-là? Pas nécessairement, mais par contre, Jérôme Garcin a écrit un autre, de ce que j'ai vu, une autre personne pour Jean Prévost, je ne sais pas c'est quoi, en tout cas, il a gagné le prix Médicis de l'essai en 94. Jérôme Garcin, c'était cet auteur-là, je pense que j'en lirai d'autres parce que j'aime vraiment beaucoup son approche puis sa structure. Donc, correct, c'était correct comme lecture, mais disons que je me suis accrochée, surtout que c'était un essai, puis le lecteur était super dynamique, une chance, le lecteur audio, mais sinon, je pense qu'en papier, j'aurais pas toffé là, à partir de la deuxième moitié, parce que comme je vous disais, c'est que l'intérêt pour le sujet était moins là, mais je reconnais, tu sais, c'est comme si dans le fond, je sais pas comment dire, c'est comme si son approche à la fois de survivant et de personnes ayant nécessité dans une société qui refuse de l'inclure était quand même assez en mode tout le monde m'empêche de faire tout. Puis il y avait comme pas vraiment d'espoir. En même temps, si c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il peut nous raconter. Donc, loin de moi l'idée de porter un jugement là-dessus, mais ça m'a moins interpellée. Et ensuite, évidemment, j'ai poursuivi en parallèle cette fameuse brique, The Hunting Accident, donc qui est écrit par David L. Carson et illustré par Landis Blair. Et c'est indiqué ici que c'est une histoire vraie de crime et de poésie. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture en français parce que je l'ai en anglais, puis je vous en avais parlé un peu, mais juste pour vous resituer. Donc, voici la 4e en français. Chicago, 1959. À la suite du décès de sa mère,
Charlie Rizzo part vivre chez son père Matt, qui a perdu la vue au cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un officier de police, Matt raconte la véritable histoire de sa cécité à son fils. Puis là, ça poursuit dans le 4e de couverture, mais lisez-le pas si jamais vous allez sur un site de livres, parce qu'il y en a un peu trop. Alors, ça aussi, c'était particulier. J'ai fini par mettre une excellente note parce que je ne peux pas faire autrement. C'est un travail de mise en forme colossal, complètement gargantuesque. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que David L. Carson, en fait, a connu Charlie, le fameux Charlie Rizzo, et c'est en écoutant Charlie lui raconter l'histoire de son père que l'auteur a eu l'intérêt pour se dire on pourrait en faire un roman graphique. Et là, c'est un roman graphique de 464 pages. Et il se disait comment je vais faire ça, comment je vais raconter l'histoire du père de Charlie à travers les mots de Charlie. C'était vraiment une histoire singulière. Donc oui, ce qu'on dit là, c'est que c'est un jeune qui a perdu la vue dans un accident de chasse. Pas un jeune, mais un homme. Et ça fait aussi partie du fait qu'il y a un mystère. Donc, le mystère reste assez longtemps. Je ne vous en parlerai pas plus, mais je vous dirais que le lecteur est amené 1 à 2 reprises à des endroits où on pensait qu'on avait enfin tous les morceaux pour faire le casse-tête, puis finalement non. Mais c'est surtout une histoire très sombre. Je pense que c'est presque une histoire finalement de relation père-fils. Parce que dans le fond, Matt Rizzo a été mis en dehors de chez lui parce que son père, à un moment donné, il y en avait assez, puis son père était vraiment pas, c'était pas facile avec lui. C'est un vendeur de glace, il était dur avec lui, il était violent et tout. Puis à un moment donné, Matt est parti de chez lui et n'a pas nécessairement fait les bonnes rencontres dans sa vie et il a fini par se ramasser en prison. Je ne vous dis pas tous les liens qu'il y a à faire avec ça. Et éventuellement, en effet, Charlie a quand même eu une femme, il a eu quand même un fils, puis il n'a jamais, par contre, s'est jamais occupé de son fils, mais éventuellement, son fils a débarqué chez lui, quand il était un peu plus jeune, parce que la mère de son fils était décédée. Puis là, il s'est ramassé avec cet enfant-là, qui n'avait pas vraiment appris à connaître. Lui, dans le fond, Matt est aveugle, et son fils est devenu un petit peu comme son disciple, entre guillemets, donc il l'aidait. Matt, c'est quelqu'un qui a écrit toute sa vie, qui écrivait avec une machine en braille, et qui était dans la poésie philosophique, disons, du bien et du mal. Donc, on a ici la grande présence de la Divine Comédie de Dante. En fait, l'enfer de Dante, la Divine Comédie. La Divine Comédie avec les 3 tomes, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Oui, c'est ça. Donc, juste pour donner un petit peu une idée, c'est vraiment en arrière-plan. Donc, tout ça va se superposer et par la structure narrative qu'on va faire, on va proposer justement de suivre plutôt Charlie, qui va arriver chez son père, la vie qu'il va avoir et les choix que lui-même va faire, Charlie, éventuellement, parce qu'il n'y a pas une excellente... ça veut dire que ça va avec son père, mais il y a quand même l'impression que son père, pourquoi il ne s'est pas occupé de lui quand il était plus jeune et tout, puis il va faire des drôles de choix, puis il va se ramasser dans une situation où il est un petit peu au bord d'un précipice que son père a déjà potentiellement rencontré, mais que Charlie n'est pas au courant de ça, et éventuellement, la vérité sur son père, sa vie passée, va éclater. Donc, on s'entend. C'est un roman graphique au rythme très lent et au style graphique très sombre et chargé. Donc là, juste vous dire, si vous n'êtes pas... Là, je vais vous montrer une image. J'en avais montré quelques planches, là, mais si vous n'êtes pas capable de gérer... J'en avais vu quelques visuels, mais tu sais, c'est toujours comme ça. Puis ça, c'est des pages qui sont très dégagées. Mais comme c'est fait justement avec un médium qui est en monochrome, on dirait que c'est du rapidographe, j'imagine. C'est toujours très chargé, fait que pour l'œil, des fois, c'est difficile de bien saisir tous les textes. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu plus... je ne sais pas si vous voyez bien. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu plus, par moments, ralenti. C'est un roman graphique que j'ai lu au complet, que j'ai lu, je crois, un peu trop vite, parce que je voulais comme un peu avancer dedans. Puis je pense que c'est un roman graphique qui mérite d'être relu. Donc, ce que j'ai retenu de ça, c'est vraiment le travail de maître de David L. Carson sur, comme je vous dis, avoir accumulé toute cette information-là, tous ces morceaux de vie-là de 2 personnes différentes dans un contexte particulier, donc, encore une fois, à Chicago, puis avant 1960, et à partir de 1960, dans un quartier qui est rough, où il y a beaucoup de crimes organisés, d'avoir réussi à mettre les morceaux ensemble, puis à avoir intégré ce qui a été pour le fameux Matt Rizzo, le déclencheur d'acceptation de sa cécité qui est arrivé, lui, suivant un accident, donc tardivement,
l'acceptation de sa cécité comme une façon de voir autrement et une façon de percevoir les choses autrement. Et dans le fond, à quel point dans son cas à lui, le temps qu'il a fait en prison a été en fait une genre de renaissance, qui n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment dire. Non pas parce que ça a été facile, mais parce qu'en ce qui le concerne, c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'il a réussi à prendre une décision par rapport à son handicap qui n'était pas évidente à prendre, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Et au début, j'ai trouvé ça sombre, j'ai trouvé ça glauque. C'était pas que c'était pas intéressant, mais on est vraiment dans le Chicago du crime organisé, la répétition, un peu le trauma passé de génération en génération, donc la répétition des mauvaises décisions prises de père en fils, la non-communication entre le père et le fils. En même temps, l'accès à une richesse intellectuelle de Matt Rizzo qui est dans sa bulle un peu, qui est aveugle, mais qui écrit. Et d'ailleurs, on a des extraits des écrits qu'il fait de Matt Rizzo. C'est ceux-là qui m'ont un petit peu plus fait décrocher parce que c'était très dense. Puis des fois, j'arrivais pas, c'était comme vraiment un niveau philosophique élevé. Voyez-vous, ça c'est un exemple, c'est un extrait d'un plaidoyer au tribunal, mais regardez comme c'est vraiment dense. Donc, il faut vraiment se le faire, là, je vous le dis. Mais si j'arrive à trouver un exemple de... Ouais, c'est ça. Tout ce qui est ce que Matt Rizzo écrit et qui va, en fait, écrire en machine, à écrire en braille, que son fils, qui va envoyer pour faire taper, que son fils va lui relire à haute voix pour qu'il vérifie si... Le père vérifie s'il n'y a pas des coquilles ou des choses qu'il faut changer. C'est ce qu'on va faire pendant toute l'enfance du fameux Charlie. Ça va être préposé comme ça dans le livre. Donc, c'est intéressant. On est vraiment en silhouette. Mais c'est sûr que c'est vraiment un niveau très élevé pas analogie, mais de métaphore. On est vraiment beaucoup dans comme un peu la caverne de Platon. On est vraiment dans ce niveau-là. Puis moi, je me sens toujours un peu incompétente dans cette sphère-là de l'absolu et de la réflexion et de la philosophie. Je le comprends, je l'ai appris, mais je ne l'ai pas nécessairement intégré. Fait que j'admets que ces bouts-là, ils m'ont perdu un peu, fait que je les ai lus un peu plus vite. Mais c'est dommage parce que vraiment, ce qui fait la richesse de ce roman graphique-là, c'est justement toutes ces couches-là. La narration au présent, les passages dans le passé qui sont dans le moment où le père est en prison. Voyez-vous comme là, je trouve que c'est une composition graphique super intéressante. Ça se passe en 1959 quand le père Matt raconte à son fils qu'est-ce qui s'est exactement passé dans son passé. Et on voit aussi, c'est pas toujours comme ça, là, mais on voit en fait le souvenir que le père se fait de cette période-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment ça a été composé graphiquement, mais je trouve que c'est excellent. Donc, c'est super marquant. Et bien entendu, ça, que ce que je vous parle de la composition graphique, c'est que le fameux Landis Blair a travaillé vraiment très fort pour, je crois, mettre en valeur toutes les couches que l'auteur a voulu mettre à cette histoire-là, ce qui en fait une histoire riche, très dense, pas nécessairement facilement digeste, mais qui vaut la peine de découvrir quand même. On n'est pas dans l'originalité parce qu'on est dans un récit de vie, mais ce qui est original, c'est la façon dont ils ont décidé de mettre ce récit-là en forme, de nous le proposer comme lecteur. Et je ne pouvais pas faire autrement que d'admirer ça, cette agilité, ce travail à quatre mains-là. C'était des sujets que j'ai trouvés durs parce que c'est pas vraiment des sujets que c'est pas des sujets faciles non plus, évidemment. La violence, la solitude, les relations père-fils qui se passent pas nécessairement toujours bien, la transmission intergénérationnelle des traumas. En même temps, heureusement, il y a quand même de l'espoir vers la fin. Mais j'ai trouvé que faut être en forme pour le lire. Donc, comme je vous dis, si jamais vous le lisez, essayez de soit l'emprunter à la bibliothèque, mais vous donner 3 semaines pour le lire par petits bouts pour être sûr que vous en profitez bien de tous les passages. Qu'est-ce qui va se passer à la prison? C'est tellement mis en lumière de façon on a vraiment l'impression d'y être, mais ce qui est mis de l'avant, c'est bien entendu le manque d'horizon des barreaux, mais aussi en même temps les liens entre les détenus qui sont sans être édulcorés, mais qui sont vrais, mais en même temps qu'on sent qu'il y a quand même une genre de solidarité, puis que dans le fond, en prison, c'est pas juste un amalgame de personnes qui ont tous la même attitude par rapport à la vie puis par rapport aux autres. Il y a énormément de belles choses. C'est encore trop frais pour que j'arrive à vous en parler de façon éloquente, à mon avis, mais ça a été une belle découverte.
Je suis contente de l'avoir à la maison parce que je vais le relire, c'est sûr et certain. Je vais lire surtout les parties qui sont les écrits du fameux Matt Rizzo, parce que ce sont des extraits de ses vrais écrits qui n'ont jamais été publiés, parce que ça n'a jamais passé, et qui ont fini par être déposés en fond dans une bibliothèque aux États-Unis. Et juste pour revoir comment, pour profiter de comment les auteurs ont jonglé avec tous ces morceaux-là, je vous dis, c'est un travail d'orfèvre qui a été fait là. Sauf que comme je vous dis, attendez-vous à du sombre, de l'émotion, de la violence, le côté, comme je vous dis, trauma transgénérationnel, le côté carcéral qui est là, la relation père-fils, mais attendez-vous à quelque chose qui n'est pas léger, puis prenez le temps de le lire, mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est ma dernière lecture du vlog. Je vais mettre fin à tout ça de ce pas, parce que je vais falloir que je vous montre ça rapidement et que je vous mette ça en ligne. J'espère que ça vous a plu cette semaine-ci, même si c'était un peu spécial, mais en fait, c'était une semaine sur la thématique de voir autrement, de ce que j'ai fini par me rendre compte. Donc, voir autrement, voir sans voir. Je pense que c'était intéressant, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce changement des perspectives-là. C'est trois personnages différents. Dans le fond, dans ce cas-ci, un fictionnel à l'ombre de Winnicott, mais les autres, ce sont des personnes qui ont en fait vraiment existé, qui ont été atteints de cécité et qui avaient des approches de la vie et de la cécité qui étaient dans les trois cas, qui avaient certains points communs, mais qui avaient quand même des points différents. Puis c'était pas nécessairement une approche pas standard, mais c'était pas le préjugé de l'approche standard qu'on peut avoir par la cécité ou qu'un voyant pourrait se dire moi, si jamais j'arrivais que je perdais la vue, je serais tellement malheureux. Mais en même temps, c'est pas tout le monde non plus qui l'a vécu de façon positive. Donc, positive dans les circonstances. Donc, je trouve quand même que ça a été une belle semaine de découverte. Alors, voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire, ça va me faire plaisir. Est-ce que vous avez déjà lu un de ces livres-là? L'Accident de chasse est sorti quand même, ça fait un bon moment. Est-ce que vous connaissiez, vous, Jacques Tasséran? Je suis un peu ignorante. Jacques Lucéran. Peut-être qu'en France, ceux qui m'écoutent, vous connaissez bien, mais moi, je ne le connaissais pas du tout. Puis, est-ce que vous avez découvert l'ombre de Winnicott? Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Puis nous, on se dit, sans plus tarder, allez, à la prochaine!